Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore sur la télévision d'État Santé. Ce nouveau point nous amène à faire un tour d'horizon de l'actualité. Eh bien, l'actualité vue par les journalistes ici à ce plateau. Eh bien, nous avons à ma gauche monsieur Ildefonse Akpaki Kofi, bien sûr. Votre Kofi nous semble très important. Ah oui, j'y tiens. Très bien. Eh bien, monsieur Ildefonse, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je rappelle, vous êtes le promoteur ou alors le directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo. Merci d'être là. Merci à vous. Nous avons également M. Germain Pouli. Germain, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Dieudonné, bonsoir Ildefonse et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Oui, tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, le Togo vient donc de célébrer sa 59e année d'indépendance, son accession à la souveraineté internationale. Eh bien, d'aucuns disent que le Togo n'est pas encore indépendant, mais toujours est-il que le Togo est indépendant il y a de cela 50 ans. Que retenir de ces 59 ans d'indépendance du Togo? Petit résumé de cette actualité, M. Ildefonse. Alors, comme vous, j'étais dans un studio il y a 2 semaines où on demandait à un acteur politique qu'est-ce qui peut, à part la politique, rassembler encore le Togolais. Ma foi, je voudrais m'appesantir sur sa réponse pour ajouter ceci. Rien n'arrive aujourd'hui à rassembler les Togolais parce que j'ai eu la chance de vivre et de travailler dans certains pays limitrophes du Togo où cette chance m'a donné l'occasion de suivre la célébration des fêtes nationales dans ces pays-là. Ce n'est pas ce que nous voyons au Togo. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, le Togo a encore beaucoup plus divisé. 59 ans. Divisé parce que nous nous posons la question de savoir si en 59 ans on a pu fonder un État-nation. Il faut se poser la question si l'unité nationale est encore de mise. Les faits sont là, bien têtus. Lorsque dans une nation, le chef de l'État refuse de recevoir un chef religieux qui veut lui parler de l'actualité, lorsque le chef de l'État refuse de répondre aux correspondances des acteurs politiques, lorsque on se rend compte que le pouvoir est au bout du fusil, on organise des manifestations, on violente, on barbarise. 59 ans après, est-ce que nous, Togolais, nous avons les mêmes chances? Nous sommes égaux devant la loi? C'est la grande question. Je dis non. Rien ne rassemble les Togolais. Vous l'avez vu, 59 ans, la célébration a été commune. Est-ce que cette fête a rassemblé tous les fils et filles du Togo, comme c'est le cas dans certains pays limitrophes? Le Ghana voisin? Non. C'est tout ce que j'ai dit. Togo, après 59 ans d'indépendance, il n'y a rien à mettre sous la dent. Je dis le Togo est encore plus divisé. Les derniers événements politiques nous le prouvent à suffisance. Violence par-ci, assassinat par-là. Pourquoi? Vous ne voyez la chose que dans un prisme politique, là. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi le développement social. Le développement social. Je n'en vois pas. Peut-être que pour le moment, je suis atteint d'une cécité qui me fait dire que je n'en vois pas. Parce que chaque fois, nous parlons d'un mandat social sous lequel les prix, même des premières nécessités, grimpent. On a augmenté les frais de l'électricité, de l'eau, les taxes au port. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu augmentation de salaire? Je rappelle qu'en 2004, quand il y a eu la dévaluation, les États dont les dirigeants sont beaucoup plus, et là ce n'est pas une insulte, politiquement civilisés,
avait opté pour l'augmentation du salaire des fonctionnaires pour pouvoir amortir. À défaut de l'augmentation du salaire, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est les mesures d'accompagnement. Ça n'a pas été le cas au Togo. Viennent s'ajouter après les nombreuses taxes. Le Togo et les Togolais sont asphyxiés par cette gouvernance-là. Merci, Ildefonse. Eh bien, Germain Poli, que retenir des 59 ans d'indépendance du Togo? 59 ans d'indépendance, je crois que c'est un long parcours. D'abord, on ne peut que saluer nos grands-parents, et pour certains nos parents, donc, qui ont lutté pour arracher cette liberté aux colonisateurs. Indépendants, nous le sommes. Indépendants, nous ne le sommes pas. Ça dépend du terrain sur lequel nous sommes. Et quand nous prenons le terrain de la liberté, de la démocratie, nous sommes indépendants depuis 1960. Il y a une démocratie balbutiante. Après, il y a eu la période des partis uniques, donc un peu partout en Afrique, et où il fallait, qu'il y avait comme objectif donc, de souder les nations, parce que nous sommes des nations composées d'éléments disparates, en ce qui concerne les ethnies et tout cela. Et ce qu'on a appelé pendant longtemps le projet national a connu aussi ses limites, donc avec les années 90 et l'appel de la Baule où Mitterrand a invité tous les pays africains francophones donc, de s'ouvrir au multipartisme et à la pratique donc, de la démocratie. Et là, le Togo a connu certaines difficultés. Et vous allez voir que de 1991 donc jusqu'en 2017, 2007, j'allais dire, ça a été difficile. La démocratisation a été beaucoup plus compliquée que dans certains pays en Afrique noire, un peu aussi en RDC, on a presque le même parcours. Mais quand on fait le bilan, je suis un peu d'accord avec lui parce que cette démocratie-là a apporté une réelle division au sein de notre société parce qu'elle a été mal comprise à l'issue d'une conférence nationale qui elle-même a été bâclée, quoique dirigée par un prélat, alors qu'elle est à l'image de ce qui s'est passé au Bénin, justement où nous avons pratiquement importé le concept. Ici, ça n'a pas été le cas. Et donc la conférence au Bénin a débouché sur une transition dirigée par un premier ministre qui s'appelle Nicéphore Segoulo, qui a été pratiquement reconduit, plébiscité comme président. Alors qu'ici, on a vu un premier ministre Figo sortir de la transition qui a été paralysé par ses propres amis de la conférence. Et finalement, c'est une transition qui a été très compliquée, finalement, un enracinement démocratique qui a été très difficile jusqu'en 2005, avec le décès du président Yadema, et puis les élections et les violences qu'on a connues en 2005. Et il a fallu donc après l'APG que les premières élections libres, donc sous l'ère démocratique, arrivent en octobre 2007. Donc depuis lors, on peut dire que le Togo est entré progressivement dans le concert des grandes nations en enchaînant des élections assez libres, en renforçant la liberté. Et la liberté, l'une des libertés dont nous profitons d'ailleurs, c'est cette liberté de presse qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer, cette liberté de s'associer et tant d'autres. Maintenant, est-ce que nous sommes indépendants au-delà de l'aspect politique? Est-ce que nous sommes indépendants sur d'autres points, sur le plan culturel, sur le plan économique? Je ne dirais pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand le maïs que nous mangeons naturellement, qui est l'un des aliments les plus prisés, nous le faisons au Togo, nous le cultivons au Togo, c'est une bonne chose. Mais quand on prend l'aliment qui vient juste après, le maïs qui est le riz, mais la quasi-totalité de notre riz est importée. Aujourd'hui, je félicitais Ildefonse justement quand on est arrivé en disant qu'il est aux couleurs de l'indépendance, parce que pendant que je suis en costume,
Il est quand même en pagne, même si le pagne n'est pas togolais. Il a été transformé par un styliste togolais. Ah, on pourrait s'en féliciter. Alors sur le plan économique, on dépend énormément de l'extérieur. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous produisons très peu ce que nous ne consommons même pas. Et donc c'est un problème sérieux. Et sur le plan culturel, aussi nous n'avons pas su nous imposer. Ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le seul pays africain, mais l'Afrique en général n'a pas su vendre ses valeurs dans ce monde, dans cet espace mondialisé. Et donc on n'apporte pas grand-chose, alors que nous absorbons toute la culture. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les maisons, vous avez Canal+, toutes les chaînes étrangères, les gens captent difficilement la TDS, captent difficilement la TVT, la TV2 et autres. Et tous les programmes qu'on nous balance, c'est des programmes destinés aux sociétés occidentales qui font qu'aujourd'hui nous avons des réflexes de consommation qui sont dirigés vers la consommation des produits étrangers. Et là, c'est un réel problème parce que si on veut être indépendant, au-delà de l'indépendance politique que nous avons, il faut qu'on s'autosuffise, qu'on soit autonome et qu'on puisse vivre à partir de ce que nous produisons. Et là, nous sommes très loin du compte. Nous sommes en retard par rapport à des pays comme la Chine. Nous avons une indépendance bien avant la Chine. La Chine est très en avance sur nous. Maintenant, pour revenir vraiment à la célébration de l'indépendance, je crois que là aussi, je l'ai dit, c'est une démocratisation qui a divisé un peu nos citoyens. Mais ce n'est pas propre au Togo, parce que moi, j'étais au Ghana voisin, donc par l'Île-d'Alphonse, il y a 11 ans exactement, quand le Ghana faisait ses 50 ans. Il n'y avait pas l'unité de célébration sur les 50 ans qui était une date extraordinaire. Parce que je me rappelle bien, le président John Jerry Rawlings a boycotté l'invitation du président du moment pour la célébration en disant tout simplement qu'il n'allait pas aller s'asseoir sur le même, dans les rangs de ceux-là qui pillent le Ghana aujourd'hui, qui font souffrir le Ghana. Il a boycotté les élections. Moi, j'étais choqué. Je dis, mais c'est quand même une date importante. En tant qu'ancien président et un homme toujours influent sur le plan politique dans son pays devait y être, il a tout simplement boycotté cette célébration. Donc, c'est pas nouveau. Mais je pense que tout ça, ce sont les dérives de la politique. Ce sont également des calculs, parce que ceux-là qui surfent sur ce genre de division espèrent en retirer des dividendes sur le plan politique. Très bien. Mais qu'on dise, on retient une seule année, une seule date, le 27 avril 1960, le Togo a obtenu son indépendance. Le Togo indépendant, il y a de cela 59 ans. Que ce soit une indépendance politique, on sera le dit, une indépendance économique, une indépendance culturelle, on ne saura le dire encore, mais de toutes les façons, théoriquement, le Togo est indépendant. Il a de cela 59 ans. Vous avez d'ailleurs honoré 59 personnalités au nom de ces 59 ans d'indépendance. Je ne sais sur quels critères, sur quelle base vous êtes basé. Oui, tout à fait. Notre parution du vendredi, donc le 26 avril, donc à la veille de l'indépendance, a été consacrée donc symboliquement à honorer à notre manière 59 personnalités dans différents domaines, justement parce qu'on ne voit que les acteurs politiques et parfois des acteurs sportifs, quelquefois mais rarement des acteurs culturels, mais nous sommes allés un peu plus loin, montrer aussi certains bâtisseurs, certains entrepreneurs, certains producteurs togolais donc, qui ont fait des choses extraordinaires. Et donc notre équipe de rédaction travaillait pendant des mois sur ce projet-là. On a ouvert nos travaux à des contributions externes et puis nous sommes arrivés donc à pouvoir dégager donc 59 personnalités symboliques par rapport à 50 ans. Et c'est quand le 59e anniversaire. L'année prochaine, on passera aux 60 personnalités, si Dieu nous traite vie. Très bien. Et on est là pour célébrer les 60 ans de l'anniversaire de notre... Merci Germain Pouli. Eh bien, à la veille de la célébration de ces 59 ans d'indépendance, le 26 avril bien sûr, il y a eu une grosse surprise. Ce qui n'est pas de l'habitude des Togolais, le président de la République
qui se positionne devant les députés pour un discours, quoi qu'on dise, historique, Ildefonse, vous avez été surpris également? Je crois que j'étais absent de la capitale. Je n'ai pas suivi M. Faure Gnassingbé, sinon sur les réseaux sociaux. Je suis très prudent lorsqu'il faut s'informer sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis en tant que journaliste et de surcroît promoteur d'un organe qui se veut sérieux. Mais par la suite, quand je suis rentré, à travers le quotidien national et quelques journaux, j'ai pu lire d'abord ce que le chef de l'État a dit. La première remarque que je fais comme ça, c'est que moi... Est-ce que d'abord c'était une surprise pour vous de voir le chef de l'État devant les députés à la veille de la célébration d'une journée nationale, une journée d'indépendance, ce qui n'est pas habituel hein. Pour vous? C'était une surprise? Non, mais je ne suis pas surpris. Parce qu'en réalité, M. Faure devait sacrifier à la tradition tous les ans. Parce que quand vous prenez l'article 74 de la Constitution togolaise, c'est une obligation constitutionnelle à M. Faure Gnassingbé de se prêter à ce jeu-là. Mais lorsque vous prenez l'article 42 de la même loi fondamentale, l'article 42 dit « Tout citoyen togolais a le devoir sacré de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République du Togo. » J'aurais pu écouter le chef de l'État nous dire « Pendant 13 ans, je n'ai pas pu sacrifier à la tradition pour ces raisons-ci. » Je ne l'ai pas écouté. Parce que moi, mon papa n'a pas juré sur la Constitution togolaise. C'est M. Faure et Sozimna Gnassingbé seul qui a eu la primauté, à qui d'ailleurs cette Constitution donne ce pouvoir-là de prêter serment et de dire que tout ce qui en est contenu dedans, je dois le faire. Mais il est le premier à le violer. Plutôt à la violer, cette Constitution-là. J'aurais fait cette première remarque en disant que monsieur vient me dire au peuple, je ne l'ai pas fait les 13 ans là, voilà les raisons. Puisque c'est une obligation constitutionnelle. Je ne l'ai pas vu. Et ensuite, parce que vous savez, présenter l'état de la nation, moi personnellement, je ne vois pas de différence entre ce que fait M. Faure Gnassingbé le 31 décembre et à la veille de la célébration de la fête nationale du Togo. J'ai eu du mal à comprendre le sens parce que les discours se rejoignent. Et c'est des discours qui reflètent ou qui sonnent comme des effets d'annonce. Il y a des choses qui sont dites qui n'ont jamais été faites. Le scientifique nous dit, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et le philosophe renchérit en disant que nous avons en nous des virtualités. Et c'est par le biais des exercices culturels qu'on rend visible, qu'on actualise là. Voilà pourquoi chaque fois il faut se prêter à ce jeu-là. Maintenant sur le fond, puisque présenter l'état de la nation veut dire nous dire la situation du pays. Très bien, nous allons revenir quand même sur le fond, le contenu d'ailleurs de ce grand discours que le président a prononcé devant les députés. D'accord? Un seul instant. Alors, j'aimerais pour vous, c'est naturel hein, de voir le chef de l'État devant les députés le 26 avril dernier. Bon, naturel, on ne dirait pas. Je le rejoins quand il dit que ça devrait être le cas tous les ans, parce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui le prévoit. Donc, c'est la deuxième fois en tout cas que le chef de l'État le fait depuis qu'il est au pouvoir. Et on espère que désormais il le fera, parce que, vous vous rappelez, les Togolais l'ont attendu le 31 décembre 2018, ça n'a pas apparu. Finalement, en début janvier, il a sorti un décret pour accorder la grâce présidentielle à certains détenus. Certains avaient estimé que c'était les vœux. Je crois que finalement, il a laissé ce discours du 31 décembre qui n'est pas prévu par la Constitution, mais qui est une habitude dans de nombreux pays. Et
Donc, pour se coller finalement à ce qui est prévu par la Constitution, on ne peut que s'en féliciter. Donc on dit souvent que le chef de l'État aime faire des surprises. Hein? Oui, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. On attendait peut-être un discours à la télévision, mais pas à l'état de la nation devant les députés. Bon, ça, personne ne s'attendait à ça parce que tout le monde a oublié cette disposition. Hein. Ça a été fait une fois et depuis, avant lui, ça n'a pas été véritablement fait. Quand il est arrivé, ça a été fait une fois et puis donc on a oublié un peu. Donc quand il le fait, on se rend compte qu'en fait c'est quelque chose qui était prévu et qui ne se faisait pas. Et que, vous savez, en décembre, le 31 décembre jusqu'au 2 janvier encore, certains attendaient le discours du chef de l'État. Mais ça n'est pas arrivé. Et les gens se plaignaient comme si c'était une disposition constitutionnelle. Que du 31 décembre au 1er janvier, il fallait que le chef de l'État fasse un discours. Et certains même le confondaient à l'état de la nation. Alors qu'il n'en était rien. Certains chefs d'État dans certains pays, ils se présentent leurs vœux à leur population entre le 31 et le 1er janvier et ça n'a pas été fait. Même là où il y a une exigence, c'est au niveau de ce qui se fait devant le Parlement. Je pense que ça a été fait, ça participe donc, à l'enracinement de la démocratie et au respect des textes. Vous savez, notre constitution elle est vaste. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées dans plusieurs domaines. Et je pense aussi que la Cour constitutionnelle, puisqu'elle sera prochainement réformée, on espère aussi qu'elle prendra sur elle peut-être de s'autosaisir si elle en a les prérogatives pour faire en sorte que toutes les dispositions, pour ne pas dire la plupart des dispositions importantes de la Constitution soient respectées. Voilà, je veux rester un peu dans cette petite parenthèse pour parler des sorties du chef de l'État. Vous savez, on a comme l'impression que les Togolais aiment beaucoup écouter le chef de l'État, surtout l'écouter sur des sujets clés, des grandes crises, le voir sortir pour se prononcer sur des sujets clés, mais sont souvent laissés sur leur soif. Vous avez cette impression? Oui, tout à fait. Bon, je crois que quand on regarde un peu partout, et surtout dans les pays occidentaux, les chefs d'État sont régulièrement quand il y a des problèmes. Mais nous avons un président qui est très peu bavard et qui nous a habitués à sortir seulement entre le 31 et le 1er janvier et la veille du 27 avril. Et ce n'était que les deux occasions. Et, même pas d'interview à la presse. Et donc, les Togolais attendaient, après ils se disent, bon voilà, le président c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, et donc il a habitué les Togolais avec cette situation. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de sortir toutes les fois qu'il y a un problème? Oui et non, parce que quand vous prenez l'exemple de Macron, peut-être avant lui, Nicolas Sarkozy, qui en a tellement abusé de ces sorties-là, alors vous sortez souvent, vous vous prononcez alors que les problèmes sont intacts, ils ne sont pas réglés. Vous finissez, ça ne sert à rien. Moi, je préfère un président qui sort peu, mais qui est conscient des problèmes et qui essaie de les régler, ou qui envoie ses collaborateurs en charge donc, du domaine concerné, et donc pour travailler. C'est vrai, plusieurs Togolais, y compris nous-mêmes, au niveau de la presse, nous sommes restés sur notre soif parce qu'on aurait souhaité avoir un président qui sorte un peu plus, un président qui se prononce aussi un peu plus dans la presse. Maintenant, est-ce que la presse aussi a sollicité ce genre de rendez-vous et ne l'a pas obtenu? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais écoutez, vous connaissez la réalité. Alors, il défonce. Voilà, notre président, le président de la République, qui fait l'économie de parole. Pour certains, c'est une preuve de sagesse. Et pour vous, en tant que journaliste, et qui, entre-temps, l'attendiez à vos micros, et le peuple qui l'attendait aussi devant son petit écran, mais toujours pas. Alors, s'il se met dans la posture d'un homme d'État, cette habitude-là est une mauvaise habitude. J'assume. S'il se met dans la posture d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est un tout. Vous assumez. Il est un homme d'État. Vous avez souvenir de
feu le général et Yadewan. On a beau critiquer feu le général et Yadewan, mais sa force, c'est d'agir, c'est de parler. Il faut parler et dire quelque chose au peuple. C'est cela. Mais ce qui m'a fait rire tout à l'heure dans le dernier speech de Germain, Germain pose la question de savoir si la presse ou les journalistes, moi j'en connais, qui en ont fait la demande. Moi je n'en ai pas fait. Mais j'en connais, je connais des confrères qui ont fait la demande, mais ça n'a jamais abouti. Alors, l'autre côté mauvais de M. Faure Gnassingbé, c'est qu'on ne parle pas aux journalistes autochtones, mais quand il va à l'étranger, il se prononce sur des questions clés. Alors, attends. Est-ce que M. Faure Gnassingbé est président de l'international ou bien président de la République du Togo? Il faut qu'il nous parle à nous, parce que c'est lui le chef de la famille Togo. Et s'il ne parle pas à sa famille et il décide d'aller parler du Togo à l'étranger, est-ce qu'il a peur de son peuple? Ou bien veut-il nous dire que ceux qui disent, pour la plupart du temps, qu'il est venu au pouvoir par des hold-up électoraux ont raison? Parce qu'il se dira, vous ne m'avez pas choisi, je n'ai rien à vous dire, je préfère aller faire parler aux autres et me faire... Ceux qui l'ont choisi. Ceux qui l'ont choisi peut-être à l'international. Ah bon? Oui. Et donc, voilà un peu la situation du chef de l'État. Et moi, ça m'agace parce que, en tant que journaliste et patron de presse, ça m'agace parce que il y a eu des situations dans ce pays où le chef de l'État devait normalement calmer les ardeurs en faisant juste 2 phrases. Voilà. Même si vous-même, vous êtes chef de famille et que vous n'arrivez pas à réunir votre famille, à dire 1 ou 2 mots à vos enfants lorsque ça ne va pas, votre famille court à la catastrophe. C'est de ça que moi je parle. J'ai écouté il y a quelques années le chef de l'État dans sa campagne électorale, il se plaisait même qu'il était quelqu'un qui ne parlait que 2 minutes. Mais vous avez la lourde responsabilité de gérer un État et vous dites, vous qui portez cette lourde responsabilité-là, que vous ne parlez pas. Et donc, vous laissez faire. Vous avez vu comment, lorsque le dialogue inter-togolais avait commencé et que la délégation gouvernementale et celle du parti au pouvoir étaient allées discuter avec les chefs d'État Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, dès les premières heures, ça ne marchait pas. Il a fallu qu'on fasse venir le chef de l'État pour déblayer le terrain. Parce qu'on se dit, sur un plan purement constitutionnel, mais quand nous n'arrivons pas à trouver une solution avec les mandants, il faut qu'on s'attache au chef. Et vous avez vu, ça a marché jusqu'à un moment donné où les commis de la CEDEAO aussi, ayant eu les poches remplies de fric. C'est vous qui l'estimez? Je demande. Qui avez rempli la poche. Je demande s'ils ont une conscience digne de ce nom, de démentir ce que je dis. Je parle de la conscience. Parce que la mienne me dérange chaque fois que je commets le mal. Vous me comprenez? Alors, donc, la responsabilité de M. Faure Gnassingbé est engagée. J'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il a eu le courage de dire au peuple, s'il sait très bien qu'il a eu une charge constitutionnelle, de dire au peuple, pendant ces 13 ans-là, je ne suis pas venu présenter. D'ailleurs, est-ce que c'est comme ça qu'on présente l'état de la nation? Je prends juste l'exemple du Bénin, où j'ai vu M. Talon une fois arriver, qui avait autour de lui ses ministres, et la première fois, il a fait l'état de la nation devant les députés à Porto Novo. J'ai vu un président qui a parlé, à qui les députés ont posé des questions sur des sujets bien clairs. Et vous voyez, quand il n'était pas en lui-même, il n'avait pas les mots, il demande, il y a le ministre qui peut renchérir, et le ministre étant à côté, il prend la parole. C'est ça un État. C'est ça les hommes d'État. Mais la preuve ici, moi j'ai la chance, je rends grâce au Seigneur que je fais ces va-et-vient là pour comprendre un tout petit peu ce qui manque dans mon pays et ce que j'apprends de l'autre là. Moi je ne suis pas contre ceux qui dirigent ce pays, mais je voudrais qu'ils comprennent qu'ils sont en train de gérer un État. Ils sont en train de gérer des êtres humains
Moi, j'ai vu, lorsque la Constitution, la loi fondamentale de notre pays fait du chef de l'État le chef suprême des armées, et que dans les rues, nous voyons des pick-up, c'est-à-dire des voitures de guerre qui circulent sans que la hiérarchie ou l'autorité sécuritaire nous dise, lorsque, on s'adresse là au peuple, lorsque vous verrez ces engins-là, dites-vous qu'il y a un problème. Et ce problème, ils peuvent le cacher, mais informer la population. Puisque la loi dit, les forces armées ne sortiront que lorsqu'il y a agression terroriste, lorsqu'il y a invasion. Mais quand il y a des manifestations et qu'on sort des chars ou bien des pick-up, et on tire d'ailleurs, quelquefois, à balles réelles sur des gens, je dis que ça ne va pas. Et vous n'oubliez pas aussi le contexte actuel, là, la sortie de cette armure. Et je crois la veille du 20 décembre dernier, le premier responsable de la police a donc donné les raisons pour lesquelles les sorties de ces tenues ou alors de ces hommes en tenue étaient donc de rigueur. Pourquoi? Il faut sécuriser la population. C'est beaucoup plus pour la sécurité de la population. Ce n'est pas pour une autre raison. Même si. C'est ce que j'ai dit. On l'a fait seulement le 20. Moi, j'étais le 13 avril à Zongo et à Goué. J'ai vu des militaires bien armés. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Le contexte aussi. Pourquoi n'a-t-on pas communiqué là-dessus? C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous dites que vous êtes à faune, alors que vous dirigez un État, mais voilà les dégâts. Moi, je ne dis pas qu'on ne sorte pas l'armée, mais je fonctionne en tant que journaliste sur les textes. Mais on sort l'armée, dites aux populations que l'armée est dans les rues parce que vous pouvez même cacher la raison principale et dire que n'ayez pas peur parce qu'ils sont là pour vous. C'est de ça qu'il est question. Mais lorsque cette armée-là se met à tirer à balles réelles sur des gens et qu'on n'en parle pas, c'est grave. Parce que la sécurité, ce n'est pas destiné aux forces armées. C'est à la police et à la gendarmerie, à ce que je sache. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est vrai, de toute façon, il y a beaucoup de choses à expliquer là, dans ce contexte précis. Il y a beaucoup de choses qui prêtent à confusion, mais de toutes les façons, l'armée, que ce soit l'armée ou alors la police, c'est beaucoup plus pour la sécurité de l'État, la sécurité du pays. Et n'oublions pas le contexte actuel du terrorisme qui fait craindre le pire. Et donc, il faut par moment peut-être appuyer sur ces gâchettes. Je ne dis pas appuyer sur la gâchette de fusil. Je vais vous rappeler un fait qui me fait toujours sourire. Le Togo est un pays de paradoxe et atypique. Je m'explique. Lorsqu'il y a braquage, on ne trouve pas les forces de sécurité. On ne trouve pas les militaires. On n'abat jamais ces braqueurs. On ne les arrête même pas. Mais lorsque vous brûlez un pneu là, en 2 secondes, vous allez les voir. C'est le paradoxe. Non, mais de toutes les façons, quand il y a braquage, il y a des enquêtes qui sont menées et on finit par quand il y a braquage, on finit par mettre la main. Non. Tout récemment, vous aurez appris l'arrestation de certaines personnes impliquées dans les derniers braquages sur Alomé. Vous savez, quand il y a braquage, je donne surtout cet exemple-là. Le braquage à l'aéroport, un lieu hyper sensible. Moi, selon des investigations et des indiscrétions, on m'a dit sur 200 mètres pour atteindre là, il y a des caméras cachées. On a ouvert les enquêtes sur le braquage qui s'est passé à l'aéroport, ça fait combien de temps? Et sur le même aéroport, il y a 2 unités spéciales prêtes à intervenir en cas de... Les braqueurs ont eu plus d'une vingtaine de minutes. Selon le ministre de la Sécurité lui-même, ils ont tiré. Et les tirs, selon les douilles ramassées, provenaient des armes de guerre, qui sont ceux qui détiennent au Togo des armes de guerre. Lorsque je me suis lancé dans des investigations pour savoir combien faut-il pour avoir un permis d'armes, un permis de port d'armes, on m'a dit 2 millions. Combien de Togolais peuvent dépenser 2 millions pour avoir des armes? Alors, qui sont ceux qui sont en train de faire ça pendant plus de 20 minutes?
Même les deux bases là, Vous n'oubliez pas la thèse selon laquelle certaines armes se promènent aussi dans la nature. qui sont ceux qui leur ont procuré cette arme-là? Elles ont été arrachées. Elles ont été Non, arrachées. j'ai dit à l'époque au ministre, pas comme ça, mais au cours d'une émission, je serai très courtois avec le ministre, hein, en lui disant que je n'ai pas fait la balistique, je n'ai pas fait l'armée, mais quand le ministre me dit que les armes sont perdues, je sais que toute arme a des numéros. Dites-nous, combien d'armes sont perdues? Vous le savez, les noms, maintenant? L'autorité connaît le nombre d'armes perdues. Le Très bien. Togo est un pays de paradoxe. De toutes les façons, il y a certaines choses qu'on appelle secret. Non, je crois que vous avez un peu abordé la situation, parce que quand j'écoute Ildefonse aussi, il m'a fait sourire à plusieurs reprises. C'est aussi paradoxal, hein, c'est la première fois que Ildefonse et Germain Poli sont pratiquement sur une même longueur d'onde. Nous sommes des journalistes. Il a parlé de la médiation de la CEDEAO, des gens qui se sont remplis les poches. Ça m'a embêté un peu venant d'un journaliste comme lui que je respecte, hein, qui s'amuse à... Je sais de quoi je parle. Hein? Non, Antonin, on sait que... Non, je sais de quoi tu parles. Pas de quoi tu parles. Maintenant, bon, je comprends que peut-être tu es dans une certaine lutte, mais il ne faut pas aussi exagérer. Et maintenant, quand il vient parler de la sécurité, il confond les manifestations et les patrouilles qui se font à des moments. Je n'ai même pas... Il dit des véhicules circulent et tirent sur des gens. Je ne sais pas à quelle occasion vous avez assisté à ça. Non, mais excusez-moi. Non, je t'arrête pas à la parole. Maintenant j'arrive. Non, je vais finir. Donc, je crois, maintenant il dit, on a arraché les armes ont des numéros, tout ça. Je n'ai pas dit qu'on a arraché les armes, c'est lui qui a parlé. Oui, vous dites que... Non, si vous avez dit que le ministre a dit qu'on a arraché des armes, non, que les armes sont perdues. Voilà. Oui. J'ai perdu de perte d'armes. Oui, des armes. Je n'ai pas dit qu'on a arraché. Ok, des armes sont perdues. Oui. Hein, et qu'on devait savoir le nombre d'armes et les numéros, tout ça. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec les Nations Unies et le Centre de désarmement, c'est l'un des problèmes majeurs aujourd'hui. L'immatriculation des armes pour la traçabilité. Contrairement à ce que vous dites, toutes les armes ne sont pas forcément immatriculées. Tous les fabricants n'immatriculent pas. Et les gens ont des moyens pour effacer le numéro. Et puis il a dit, depuis la chute de Kadhafi, vous savez combien d'armes de guerre sont déversées un peu dans notre région? Vous n'avez aucune idée. Donc, le dire qu'aujourd'hui, c'est les seules forces armées de défense qui ont des armes, je pense que vous ne maîtrisez pas. Allez voir un peu. Nous avons quand même le meilleur la chance d'accueillir le centre de désarmement. J'en arrive. Maintenant, nous sommes sur des questions sécuritaires. Et quand vous êtes journaliste, vous dites qu'il faut qu'on vous communique un certain nombre de choses, sachant bien, je sais qu'on a plus ou moins passé le même nombre d'années dans ce métier, qu'il y a des informations de ces gens qui ne se donnent pas. Il y a quelques semaines, on a arrêté des présumés djihadistes, mais c'est plusieurs jours après que la presse a été informée. Et même la presse a été informée. Pourquoi? Parce que certains médias étrangers en parlaient, parce qu'il s'agit d'une collaboration des autorités du Burkina et du Togo et tout cela. On n'a pas besoin. L'État n'a pas annoncé qu'il y a des terroristes au Togo ou des présumés djihadistes pour alarmer la population. Chacun a son travail. Donc nous n'allons pas apprendre à la sécurité à faire son travail. Là, j'ai écouté parler de l'état de la nation au Bénin pour le président. Non, l'état de la nation ne pose jamais de questions au président. Non, j'arrive. Ildefonse, moi, j'ai suivi... Toi, tu as suivi, moi j'ai travaillé. J'arrive. Mais je suis allé à Porto Novo. Je m'intéresse. là-bas. Je m'intéresse aux activités parlementaires. J'ai des amis journalistes accrédités au Parlement béninois. Et je suis allé à Porto Novo plusieurs fois pour travailler à l'hémicycle là-bas. Et je dis, quand on n'est pas dans un régime parlementaire où le Premier ministre vient répondre aux questions, le président, nous sommes dans un régime présidentiel. Quand Donald Trump, après 2 ans, il a fait 2 discours à la nation, j'ai suivi ce discours-là de bout en bout, devant les 2 chambres. Aucune question.
il présente, les gens applaudissent sous ce texte. J'ai suivi les 2 discours de Donald Trump. J'ai suivi le discours de l'État de la nation du Premier ministre chinois il y a 2 mois. Lui, le Premier ministre, ce n'est pas le président chinois qui présente l'État de la nation en Chine. Et là, les députés posent des questions au Premier ministre. Le président ne va pas présenter son programme de gouvernement aux parlementaires. Nous sommes dans un régime présidentiel. Ici, c'est le Premier ministre qui va. Et d'ailleurs, les députés n'ont même pas cette force de révoquer un Premier ministre dans le régime où on est. Alors ce que vous dites, c'est 2 choses différentes. Même si le président était avant-hier devant les parlementaires, ceux-ci n'ont même pas à lui poser des questions. Parce qu'il s'agit de venir présenter l'état de la nation. Ce n'est pas un échange, mais on peut interpeller des ministres qui peuvent venir répondre aux questions des députés. Ça, c'est autre chose. Et ça aussi, c'est prévu par la loi. Mais l'état de la nation, c'est une chose différente. Et va chercher Donald Trump. On a fait 2 en 2 ans. Aucune question des démocrates ou des républicains n'est venue. Je te dis ce dont je m'intéresse aux questions parlementaires, aux activités parlementaires. Je te dis que ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, je pense que nous sommes dans un pays où le président peut parler, et comme je le disais, ou ne pas parler. Parler et ne pas résoudre le problème, moi, ça me pose un problème. Ne pas parler, résoudre le problème, moi, ça m'intéresse. Et quand vous savez, la crise du 19 août a été déclenchée, et quand les marches du 5 et 6 septembre 2017 ont été programmées, et le 6 et 7 septembre, le 5 septembre, le gouvernement a introduit un projet qui apportait une réponse à toutes les revendications du 19 août. Qu'est-ce que l'opposition a dit? C'est trop tard, nous on ne veut plus de réforme, on veut le départ du président. On veut le départ d'un président qui n'a pas à vous répondre. Tout ce que le président fait, c'est d'organiser son parti. Et la première sortie à TV où organiser son parti, c'est là où les gens l'ont écouté et ont compris un peu quelle était sa vision du terme. Et après, il a enchaîné avec une interview sur Jeune Afrique. Là encore, peut-être on aurait souhaité que ce soit un journal togolais. Mais il y a une communication internationale aussi qu'il faut faire pour que les gens aient une idée de la situation dans le pays. Et puis il faut aussi demander des interviews. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas aussi être là à dire, bon, le président ne nous accorde pas d'interview. C'est aux journalistes d'aller. Tu es allé combien de fois, toi? Je ne sais pas si RTDS a pas demandé une interview au président. Moi, j'en ai jamais demandé. D'accord. Et je ne crois pas que RTDS en a demandé. Non, vous croyez, de toutes les façons. Il y a eu quand même des démarches allant dans ce sens qui n'ont pas abouti. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire, en fait, je crois que parfois, quand vous êtes dans une situation où les gens ne respectent pas la loi, ne respectent pas la Constitution, se disent, bon, on a vu des pays où on a chassé le président par la rue, nous aussi nous allons utiliser les mêmes méthodes. Le président n'a pas forcément à sortir. Et je crois que ce silence lui a été finalement bénéfique parce que ses adversaires se sont embrouillés finalement entre eux et puis il n'y a plus rien en face. Donc je pense que ça aussi, parfois le silence est stratégique. Maintenant, quand il s'agit de communiquer, il y a des problèmes pas aussi politique que ce qu'on a vu. Et puis parlant de ces manifestations, je crois que Ildefonse vit dans ce pays. Nous avons connu les plus grosses manifestations avec le CST. On en a connu avec le FRAC. Il n'y a jamais eu de violence comme il y a eu des manifestations depuis le 19 août. Et donc CAP 2015, récemment, a organisé des manifestations comme pas possible. Ça a toujours été des manifestations pacifiques. L'encadrement a été ce qu'il devait être, même s'il y a quelques débordements comme ça se passe un peu partout d'ailleurs. Demain, les Gilets jaunes en France s'apprêtent à marcher. Qu'est-ce que Macron a dit? Il a demandé aux forces de sécurité la fermeté contre les casseurs. Parce que les casses sont déjà annoncés. Aujourd'hui, vous parlez des militaires et des gendarmes policiers. Quand vous allez à Paris, vous voyez des militaires. Vous ne voyez pas que des gendarmes et des policiers. Parce qu'il y a une situation de crise qui a amené l'armée à renforcer la police et la gendarmerie. Ça peut arriver dans certains cas. Donc nous sommes sur des questions assez pointues où il vaut mieux vraiment se référer aux spécialistes que de faire une sorte de confusion
on confond militaires et gendarmes. Quand vous dites que les militaires ne sortent que quand il y a invasion, quand il y a attaque terroriste, quand il y a menace par rapport à l'intégrité territoriale, ils sortent, ils ne vont pas attendre qu'on attaque d'abord. Quand il y a menace, Très ils bien, sortent. très bien, Et très donc bien. quand on voit des patrouilles, c'est de la dissuasion. Moi, je ne vais pas quand même te former. Alors, Mais pourvu, et je rappelle que la dernière fois, le chef de l'État a rendu quand même hommage à ces forces de sécurité là, parce que nous n'avons aucune idée de ce que ces gens-là font et endurent pour que nous dormons tranquillement la nuit chez nous. Et nous voyons des gens circuler la nuit, le jour, et on ne sait pas toutes les menaces qui sont déjouées pour que nous puissions dormir tranquillement la nuit et que le lendemain on se réveille. Merci, Germain Pauly. Alors, quelques secondes Oui, seulement oui, pour oui, qu'on oui. pour qu'on aborde même le contenu du discours prononcé par le chef de l'État. Je devant- crois que devant les deux. mon ami Germain a bien fait de défendre M. Fornes Simbé et tout son gouvernement. Non, même C'est pas. très bien. C'est Non, très même bien. pas, même pas. Mais je. Pas une défense, Même mais une pas. position. Non, il défend très Non, bien. non, même pas. Même pas. Alors, Germain, je n'ai jamais fait de confusion entre l'intervention de l'armée et la patrouille. Et je n'ai jamais dit qu'il faut chaque fois communiquer sur la sécurité de l'État. Je suis même allé jusqu'à dire, vous pouvez cacher la raison fondamentale, mais dire, lorsque vous les rencontrerez en ville, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça ne tire pas, mais on voit des chars, on voit des pick-up. Pour vous, c'est un problème de communication. Moi, Ben, pour ça, moi, le ministre non, de la attends. Sécurité ne fait que faire ça. Mais vous voulez me parler du ministre de la Sécurité? Oui, oui. Lorsque nous voyons 15 000 personnes, le soir, il vient dire 10 000 personnes sont sorties. Non, ça, Oh, c'est bah, chacun bah, a non, son non, analyse non, du non, système. non, 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 c'est Vous parce parlez que- de non, communication. Mais Ça, quand c'est on voit un 100 sujet. personnes Oui. et les organisateurs Parce disent 3000 personnes, Parce c'est que, la même chose. là. parce que Non, non. Germain a dit des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai même pas eu cette intention-là de dire. J'étais dans un cadre bien précis. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre que pour des manifestations, qu'on sorte l'armée et que cette armée-là tire à boulet rouge, même à balles réelles sur des gens. En réalité, Parce que- l'armée ne sort pas pour la manifestation. Mais L'armée pourquoi elle sort intervient? dans un contexte précis. Vous savez que les militaires, des vidéos circulent aujourd'hui qui prouvent à suffisance que les militaires ont tiré à boulet rouge sur des gens. Vous n'êtes pas fan des réseaux sociaux. Non. Ces vidéos, Mais c'est les vous réseaux qui sociaux. disiez, Dites, justement, vous non, mais méfiez, dites, non, vous méfiez des non, réseaux dites sociaux. dites à Germain que chaque fois quand ça chauffe, je suis sur le terrain. Je ne suis pas un directeur du bureau. Demandez. Je suis sur le terrain. Je sais de quoi je parle. Et allez sur la Gazette du Togo, vous allez voir tout ce que nous avons produit. Non, je sais de quoi je parle. Quand je ne sais pas, je n'en parle pas. Non, mais pour vous, fondamentalement, il y a lieu maintenant de communiquer beaucoup plus sur savez, un certain nombre de Il a choses dit quelque pour ne chose. pas. Il a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Quand il parle du respect de la loi, comment vous qui avez juré sur une constitution, vous la violez pendant 13 ans et vous parlez aux autres, vous voulez les mettre au pas. On dit, hein? Il faut commencer. Ah mais, il avait commencé. Pourquoi il n'a pas continué? On dit souvent, lorsque vous allez chercher une commission de votre maman, si vous ne faites pas attention, vous reviendrez avec celle de votre grand-mère. Et défense, merci. Alors, Germain Pauly, le discours présenté par le chef de l'État la dernière fois, le 26, et avril dernier, devant les députés, contenait pas mal de promesses, pas mal de dispositions. Pour vous, c'est assez pragmatique? Oui, mais je crois que c'est un discours qui est réaliste, qui a été concret. C'est un discours qui veut aussi lui donner de l'espoir, qui veut aussi mobiliser les Togolais. Donc il y a eu plusieurs aspects de ce discours-là. Je ne vais pas revenir Beaucoup sur... l'assimilent à un message de campagne. Bon, en réalité, quand les élections approchent, et là nous sommes pratiquement à un an des élections, donc toutes les actions qu'un président pose, qui vont dans le bien-être des populations, on estime qu'il le fait pour être élu. Ça aurait été il y a 3 ans que personne n'en parlerait, mais quand les élections approchent, on pense. Mais il faut aussi constater que depuis le 19 août, le chef de l'État aussi a été beaucoup plus présent
sur le terrain et plus proche des populations. C'était un président réservé, comme on le disait, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne sortait pas. Et donc, on a été quand même surpris de le voir un peu plus présent. Et on a vu un peu cette proximité des populations avec le président. Donc il a fallu cette crise pour le sortir de sa... Oui, un peu, je pense que quelque part, cette crise-là, en dehors de tous les dégâts sur le plan humain et économique et même politique au sein de l'opposition, parce qu'il y a beaucoup de dégâts au sein de cette opposition, mais ça fait que le président a pris des habitudes qu'il n'avait pas forcément. Parce que c'est pas, à notre avis, c'était un président qui croyait que ses actes allaient parler de lui-même. Il faut aller sur le terrain, les gens ont envie de voir le président, les foules parfois étaient contentes de le voir à des endroits. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration d'une centrale thermique dans un village reculé, à 50 km de Bassar en allant vers la frontière du Ghana, à Kuntu. J'étais surpris de la façon dont les populations accueillent le chef de l'État. Vous voyez, des gens, c'est un grand événement pour eux. Donc vous voyez qu'il y a peut-être cette rupture-là entre un président qui est dans la capitale, qui travaille quand même, la centrale est là, un ministre pouvait venir l'inaugurer. On n'avait pas besoin que le président y aille. Mais quand le président est allé, on a vu ce que ça a apporté comme chaleur dans le cœur de la population là-bas. Vous voyez donc, je crois que ce contact-là avec la population, il l'a renoué ou il l'a finalement initié. Depuis le 19 août, tous certains se sont permis de trop parler au nom du peuple. Donc les gens qui arrivent à réunir quelques milliers de personnes à Lomé se disent, ben, le peuple est derrière nous. Quelques milliers, vous dites? Oui, quelques milliers. On a vu la dernière marche du 26 janvier, c'était quelques centaines, même pas 500 personnes. Donc vous comprenez, la dernière marche du 26 janvier du CAP 2014. Donc voilà. Mais, n'empêche que, au temps du CST, j'en parlais par exemple, il y a eu des foules immenses. On n'en a même pas connu comme lors de la C14. Mais ce n'est pas ça, le peuple. Ça, c'est des militants, des sympathisants qu'on sort dans la rue. Et c'est la rue, les gens comprennent que la rue peut amener à chasser un président. Mais ce n'est pas une manière démocratique de faire des choses. Il faut travailler. Et le village dont je parlais, j'étais avec un confrère journaliste qui dit, mais ici, il se demande si un leader de l'opposition peut même aller dans ce village. Il ne sait même pas l'existence de ce village-là. Alors, il y a des bureaux de vote dans ce village-là. Il n'est jamais venu, il n'est même pas connu. Il compte gagner les élections dans un tel village-là. Vous voyez un peu la situation. Oui, maintenant revenons même sur le contenu. Voilà, pour revenir sur le contenu, il y a eu des annonces assez intéressantes. Le constat a été fait par le président qu'une des mesures importantes en faveur des jeunes et des femmes, en ce qui concerne le marché public, a été mise en œuvre. Mais le montant alloué au marché public, les 20% consacrés donc, aux jeunes et aux femmes, n'a pas été totalement consommé par rapport à certaines difficultés qu'il a reconnues. Et il a même annoncé l'augmentation de cette offre-là qui passe désormais à 25% du marché public donc pour les femmes et les jeunes, ce qui est une bonne chose. Maintenant, les fonctionnaires, et Delphonse en parlait, quand il a parlé de la dévaluation, il fallait augmenter les salaires. On a promis à partir de janvier 2020 augmenter les salaires. Mais même là, ça ne concerne que les travailleurs de l'État. Parce que quand il a parlé de ça, quand on parle d'augmenter le salaire, l'État annonce, les gens ont l'impression qu'on augmente les salaires de tous les travailleurs. L'État a environ 70 000 ou 80 000 fonctionnaires, travailleurs. C'est eux qui bénéficient de cela. Le privé n'en est rien. Maintenant, c'est une bonne chose pour ces travailleurs-là, mais ce n'est pas seulement ça. Maintenant, il faut créer des conditions globales pour que tout le monde se développe, pour créer des emplois. Et donc, le président est revenu encore une fois sur le PND, donc il a lancé, et autour duquel il faut que tous les Togolais se mobilisent. Et important aussi, et dans ce discours, c'est les locales annoncées. Des élections locales qu'il veut inclusives. Et donc, il a reçu une délégation donc, de la C14
Et ils ont même, par rapport à cette rencontre, retouché un peu la CENI, repoussé d'abord l'élection des nouveaux membres de la CENI, retoucher la CENI, et il veut maintenant faire une révision des listes électorales. Il a donné quand même les instruments pour que la CENI s'y attelle pour que ces élections-là soient inclusives. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ces élections, on l'espère, auront lieu très bientôt, donc courant cette année. C'est cela. Et ce qui va contribuer aussi à sont déjà fixés. davantage Juin prochain, fin juin prochain. Et les France, vous n'avez pas trouvé et vraiment la teneur de cette présentation de la nation devant, de l'État, voilà, de la nation, devant les députés. Mais est-ce que dans le message véhiculé, le discours prononcé par le chef de l'État, vous ne trouvez pas des choses qui puissent véritablement entrer dans le cas du développement du pays comme cela se doit? Vous savez que lorsque vous restez à l'étape des faits d'annonce, Vous l'appelez fait d'annonce? non, moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion d'écouter M. Formation. Pour vous, c'est du déjà vu. On m'a posé la question, je crois, le 2 janvier ou le 3 janvier sur Métropolis. Est-ce que ça me chagrine le fait que je n'ai pas écouté le discours de M. Formation? Alors j'ai retourné la question à l'animateur en lui disant qu'est-ce qu'il me dirait de nouveau, puisque j'ai eu au moins l'occasion de l'écouter plusieurs fois. Lorsque je parle d'homme d'État, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Je reviens sur deux aspects qui me font froid dans le dos par rapport à tout ce que M. Formessine me dit. L'organisation des États généraux dans l'éducation et la santé qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Quelques années plus tard, il a annoncé la construction des logements sociaux. Jamais. Éléphant blanc. Aujourd'hui, lorsque on me dit que dans son discours, il a parlé de construction de maisons de retraite, ça m'a fait sourire. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, la construction des logements sociaux sont devenus des éléphants blancs, comme je l'ai dit. D'abord, le fait même que le chef de l'État soit présent au Parlement m'a fait sourire. Revenons sur ce que Germain a dit par rapport au peuple, en minimisant un tout petit peu ceux qui étaient dans la rue pour revendiquer leurs droits. Il prend comme exemple un village et des villageois qui étaient enthousiasmés à voir le chef de l'État. Je sais comment ça se passe aussi. Quand on déverse à coup de bus. Il est France. Revenons sur le contenu. Non, mais c'est juste une parenthèse. C'est juste pour lui faire savoir qu'on sait tout ça. Je n'ai pas écouté le chef de l'État parler de la santé. Parce que ça pose problème aujourd'hui. Même quand on nous parle de la contractualisation, aujourd'hui, approchez les médecins. Ils vous diront quelque chose sur la santé. J'ai écouté le chef de l'État parler du Conseil économique qui constitutionnellement a une base. Ça fait combien d'années que ce conseil-là devait être mis sur pied et ça n'a jamais été le cas. Et pourtant, le chef de l'État, en parlant de ce conseil, a fait allusion à la corruption. Alors aujourd'hui, si je pose le problème des 13 ans, c'est que le chef de l'État même n'a pas eu le courage de venir faire compte à notre peuple sur la situation que vit le Togo et le Togolais. Pas de reddition de compte. Le chef ne le fait pas, les ministres ne le feront pas. Bizarrement, dans son gouvernement, il y a des ministres qui ont fait des détournements de deniers publics, je dis bien. Aujourd'hui, ils ne sont plus ministres. Quel audit a été fait et présenté au peuple? Parce que lorsque vous voulez avoir un marché et que c'est dans le domaine public, on lance ce que nous appelons un appel d'offres.
Et lorsque vous remplissez les conditions, on vous attribue le marché. Mais, diantre, lorsque il était question du bitumage de la voie Lomé-Vaughan en Foin, vous avez vu ce que M. Ouyafam a dit au député par rapport à l'argent qui devait servir à ce bitumage-là, qui a été détourné pour l'achat de matériel au profit de la société. Ça n'a pas de sens. Puisque, une fois... J'ai une réponse, hein, monsieur Ildefonse, il faut aller comprendre autre chose dans ce dossier. Ça, c'est un dossier très colossal. Comment et donc, colossal? bien, écoutez, et donc, il faut donner une réponse aux députés, il faut donner une réponse. C'est la réponse qui a été donnée. Donc, on ne va pas peut-être se positionner sur cette réponse et vouloir clarifier en quelque sorte ce que vous appelez par détournement. L'argent décaissé est sorti de quelle banque? De toutes les façons, Non. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la corruption dont a parlé le chef de l'État. Voilà. Et j'ai dit. Et maintenant, les gars seront mis désormais, selon l'annonce. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui dit, lorsque vous faites un détournement de deniers publics et que vous n'êtes pas signalé et que la justice ne fait rien pour une période donnée, c'est fini? On suppose que la justice est non, toujours non. sur le dossier. Non. Ça doit aboutir. Le temps est déjà, ça dit, le temps est déjà parti. Ça veut dire que ce ministre-là qui a détourné tout ça là, ne sera plus présenté devant la justice. Voilà pour... C'est pas vrai. C'est pas évident. Pas toujours évident. La prescription dans ce cas, c'est combien d'années? Je vais vous rappeler. En cas de détournement, la prescription, c'est combien d'années? J'ai oublié l'année, mais oui, je t'en parlerai parce que je sais. J'étais en face de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, de la commission des finances. Et c'était lui qui avait expliqué la manière dont les choses se passaient. Et c'était nouveau pour nous, journalistes qui l'écoutaient. On dit, mais est-ce qu'il existe une prescription? Oui, et il en a donné. C'est parce que je n'ai pas eu vent de ce que nous allons en parler. C'est pourquoi, sinon je vais te citer les dispositions. Et c'est justement pourquoi ils sont sortis du gouvernement. Un. Et deux, le chef de l'État parle aujourd'hui des élections locales. Je crois savoir que selon la loi électorale, il est recommandé pour les locales un recensement communal pour éviter que l'on ne quitte une commune pour aller voter dans une autre commune. Si tout ça là est réuni, je crois qu'on ira à une élection locale en bonne et due forme, parce que c'est la loi électorale togolaise qui le dit. Voilà pourquoi, je l'ai dit quelque part, je le dis encore aujourd'hui, je suis Saint Thomas face aux propos du chef de l'État. Et je vais voir faire, avant de croire. Avant de dire bravo. C'est cela. Alors pour terminer cette émission, c'est vrai que nous aurons le temps de revenir sur l'ossature même de ce grand discours, mais vous l'aurez compris, le chef de l'État et certains de ses ministres étaient à Vatican pour certains journaux recevoir la bénédiction du pape pour continuer la grande mission, et aussi le pape qui a appelé le chef de l'État à consolider cette mission de paix et de réconciliation du peuple togolais. Oui, c'est là encore, peut-être, je vous rejoins quand vous dites que le chef de l'État surprend, parce que juste après la célébration, dans le 8 du 27 avril, il a rendu une visite au chef de l'État de l'Église catholique, au président du Vatican, le pape, avec qui il a échangé donc, sur la situation politique, sur les questions sécuritaires aussi dans la sous-région. Pour ça, le pape est très préoccupé par ce genre de questions. Et donc on ne peut que saluer ces bonnes relations entre cette autorité-là, l'Église catholique et le chef de l'État. J'écoutais tout à l'heure Ildefonse se plaindre qu'il y a un évêque ou un archevêque l'ancien archevêque qui cherchait à voir le chef de l'État et qu'il ne l'avait pas rencontré. Je crois que quand on cherche à voir le chef de l'État, on n'a pas besoin de l'annoncer dans la presse, en conférence de presse, pour dire qu'on veut le voir, on ne l'a pas rencontré.
dès que la disponibilité lui permettra, il sera reçu. Le plus important aujourd'hui, c'est que le chef de l'État a échangé avec lui son supérieur hiérarchique. Et je crois que ça doit être le même sujet qui doit être traité. Donc vous savez, le Vatican est influent et dans la prise togolaise, donc l'Église catholique a joué et joue toujours un rôle important. On a vu la conférence nationale, on en a parlé avec quelques échecs. Mais la CVJR a été quand même un succès. Il faut mettre à l'actif de l'Église catholique. Et maintenant, quel peut être l'apport de cette Église-là à l'enracinement de la démocratie, au développement de ce pays? Je pense que les deux chefs, le chef de l'Église catholique et le chef de l'État togolais, ont pu échanger. On ne peut que féliciter cette rencontre. C'est cela. Alors, Ildefonse, quel aurait pu être le menu exact de cette rencontre entre le chef de l'État et le souverain pontife? Je ne sais pas trop, mais je trouve un peu paradoxal que ceux qui vivent les réalités au bercail, quand ils cherchent à rencontrer le chef de l'État, le chef de l'État fait tout pour ne pas les rencontrer, ils sautent pour aller rencontrer leur chef. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait sourire. Il dit que quand on veut rencontrer le chef de l'État, on ne l'annonce pas dans la presse. Je ne sais pas s'il a lu la date de la correspondance. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si il maîtrise très bien d'autres démarches que l'archevêque émérite, Monseigneur Philippe Fanokokudjo, a fait avant de laisser cette correspondance à la disposition de la presse. Je ne sais pas. Mais quand on ne sait pas, on ne dit pas. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la première visite du chef de l'État au Vatican, une seule phrase est restée dans mes oreilles, où le pape disait au chef de l'État, M. Fornassimé, écoute ton peuple. Ce qui s'est passé le 20 décembre dernier au Togo prouve à suffisance que le chef de l'État n'écoute pas le peuple togolais. Parce que j'ai toujours fait allusion à la conscience de tout le monde. Si vous l'avez et qu'elle vous dérange chaque fois que vous posez un mauvais acte, vous allez vous convertir. Nous avons parlé aujourd'hui de ce que le peuple, ce n'est pas, comme Germain l'a dit, ceux qu'on rassemble dans les rues à Lomé. Le militant. Mais le peuple, c'est ceux-là qui se sont prononcés très largement le 20 décembre en restant chez eux à la maison, en disant ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Et plus grave, lorsque Germain parle de ce que l'Église catholique joue un rôle bien déterminant, je crois savoir que la conférence épiscopale, à la veille de cette parodie d'élection du 20 décembre, a demandé aux autorités ce que vous voulez faire là, ça va encore exacerber la crise. On n'a pas écouté les gens. Mais chaque fois quand j'écoute les militants de UNIR qui demandent des messes chez les mêmes personnes qu'ils refusent d'écouter, je dis mais nous sommes dans un futur de... Là, je pense... Ildefonse, merci. Alors, Germain, voilà. C'est-à-dire il y a toujours eu ces relations entre l'Église catholique et l'État, contrairement à ce qu'il dit. Si Monseigneur Podjoro n'est pas reçu par le chef de l'État, les autres évêques le sont. S'ils ne le sont pas directement, ils sont reçus par des collaborateurs au chef de l'État régulièrement. Alors qu'il arrête de nous faire croire qu'il y a une rupture. Et ce genre de rendez-vous ne peut même pas s'organiser sans même que les autorités de l'Église catholique togolaise soient associées ou consultées. Donc je pense que le mot de phase, je crois que c'est souhaiter une bonne fête de l'indépendance, une bonne fête des travailleurs pour le 1er mai, et revenant à l'indépendance, il faut qu'on soit indépendant. Il faut qu'on commence par consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Il faut qu'on soit moins dépendant de l'extérieur sur tout point de vue. Et puis plus de concorde entre les Togolais, les divisions ethniques, les tendances politiques ne doivent pas nous diviser dans le Togo encore. Je crois que les gens ont compris depuis le 20 décembre, depuis cette affaire des 30 millions,
Vous voyez un peu que les gens reviennent à la raison et que je pense que le Togo va resserrer et recoller les fissures qu'il y a eu dans le mouvement depuis les douloureux épisodes du 19 août 2017. Monsieur Germain Poli, merci. Vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'avoir été dans notre défense. Votre mot de la fin. Je crois que les acteurs politiques togolais, je voudrais nommer ceux qui régentent surtout l'État togolais, doivent faire preuve de morale et d'éthique dans la politique qu'ils mènent. La morale parce que je vois des autorités qui ont fait du mensonge à outrance leur leitmotiv. Ça ne construit pas du tout. L'éthique parce que ça m'a fait sourire quand j'ai appris que le chef de l'État, pour une deuxième fois, va à l'Assemblée nationale pour présenter l'État de la nation devant des députés nommés. J'aurais préféré que ceux qui étaient... Devant les députés. Non, vous, députés, moi j'ai ajouté nommé. Parce que c'est moi qui parle. Les députés, ceux qu'il a nommés lui-même. Parce que, en temps normal, ceux qui étaient ses vrais adversaires, qui étaient encore au Parlement, s'il était un homme d'État courageux, il devait les affronter. Et donc, c'est juste un discours. Vous avez parlé tout à l'heure, je voulais écouter. Et donc, même s'il n'y en a pas d'échange, mais s'il n'y en a pas, et donc, je voudrais leur dire de faire preuve de morale et d'éthique dans ce que nous appelons politique au Togo. Aux acteurs politiques de l'opposition, je voudrais leur dire de faire extrêmement attention. La morale et l'éthique. Extrêmement attention pour que la vie des citoyens togolais soit sauvegardée et que l'intérêt national soit aussi sauvegardé au détriment de tout ce qu'ils font comme calcul politicien à eux. Alors, et que Dieu bénisse notre cher pays. Merci, de façon symbolique, on se serre la main. Oui, Oh, mais il était toujours mon ami. Avec sa planche. Merci chers téléspectateurs, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.